Merci beaucoup, merci Stanislas pour cette belle opportunité de venir vous parler de sommeil dans un contexte d'apprentissage. Je suis très contente de ne pas faire cette conférence à 14h parce que généralement je fais toujours les conférences en début d'après-midi et parler de sommeil au moment de la sieste, c'est jamais un très bon moment. Donc, juste pour vous faire quelques rappels sur le type d'études qu'on peut faire justement pour étudier le lien entre sommeil et apprentissage. Vous avez tous vu ce type de diagramme qui montre quelles seraient les recommandations en termes de volume horaire de sommeil en fonction des tranches d'âge. Donc par exemple, de voir que pour un adulte, le volume horaire recommandé est entre 7 et 9 heures par 24 heures. Et bien, ces recommandations, comment est-ce qu'elles sont créées? Elles sont tout simplement créées par des consensus de spécialistes qui vont étudier les revues de la littérature. Donc par exemple ici, pour les recommandations pédiatriques, c'est tout un consortium international qui a compulsé plus de 800 publications sur ces thématiques-là et qui ont regardé à partir de quel volume de sommeil, en deçà de quel volume de sommeil, on pouvait voir apparaître des difficultés dans différentes sphères qui vont de la santé physique à la santé mentale. Et simplement pour vous dire que parmi les sphères qui sont étudiées, on a les performances humaines, et dans les performances humaines, nous avons les tests cognitifs, neuropsychologiques, les résultats académiques, les résultats d'échelle comportementale ou de bien-être ou de performance. Donc l'idée, c'était vraiment de voir à partir de quand le manque de sommeil peut impacter les apprentissages. Alors, les mauvaises nouvelles, et vous en avez entendu parler, c'est que le temps de sommeil a tendance à décroître depuis quelques années. Cette étude ici a regardé encore une fois tous les travaux scientifiques publiés depuis 1905 jusqu'à 2008 qui faisaient état du volume de sommeil des populations étudiées, et il a été montré qu'en 100 ans, nous avons perdu approximativement 1 heure de sommeil. Et quand on regarde ces données, elles concernent principalement les enfants, et vous voyez que c'est surtout les préadolescents et les adolescents qui ont le plus perdu, puisqu'on considère qu'ils ont perdu à peu près 1 minute de sommeil par nuit chaque année depuis une centaine d'années. On peut voir également que ça concerne principalement nos pays, puisque nous sommes les moins bien lotis et nous avons perdu massivement du sommeil sur les 100 dernières années. Une autre façon de le regarder, c'est d'étudier des cohortes de naissance et de comparer le sommeil de ces cohortes. Donc ce sont des personnes à qui on va poser différentes questions, et notamment sur leur volume de sommeil. Et dans cette étude suisse, il y a 3 cohortes qui ont été comparées. Une cohorte née en 1974, une en 1979 et une en 1986. Et ils ont pu montrer que les horaires de coucher se faisaient de plus en plus tardifs entre ces 3 cohortes, avec une perte d'environ 1 heure entre la cohorte de 74 et la cohorte de 86. Et que principalement l'horaire de coucher était décalé plus tardivement en raison d'une modification des activités qui étaient réalisées en soirée. Lorsqu'on regarde le lien entre sommeil et développement, on va utiliser justement le suivi de ces cohortes de naissance. Ici, je vous présente la cohorte de naissance française qui s'appelle EDEN. Cette cohorte de naissance considère l'évolution, le développement de plus d'1 millier d'enfants. Et concernant cette étude que je vous présente ici, le sommeil a été évalué par questionnaire à différents moments de leur développement, à 2 ans, à 3 ans et entre 5 et 6 ans. Cette cohorte montre qu'il existe différentes trajectoires de sommeil dans la population française infantile, et vous pouvez voir que nous avons des bons dormeurs, c'est la ligne en jaune, qui dort correctement selon les recommandations pédiatriques et de manière stable entre 2 et 6 ans. Nous avons une cohorte en bleu qui, elle, dort dans les limites inférieures des recommandations pédiatriques, et une cohorte bien plus anxiogène ici en rouge, qui sont des enfants qui dorment très peu par rapport aux recommandations pédiatriques, et cela pendant toutes ces années du développement. Et une dernière cohorte d'enfants qui dormaient plutôt bien lors de la première évaluation et qui a tendance à réduire son temps de sommeil, simplement pour vous dire que les cohortes en noir, vert et rouge correspondent à 60% de l'échantillon de l'étude EDEN. Dans cette étude, à l'âge de 5-6 ans, il a également été proposé aux enfants de réaliser un questionnaire mesurant certains phénomènes comportementaux et notamment l'hyperactivité et l'impulsivité.
Ça n'est pas un questionnaire de diagnostic du trouble déficitaire de l'attention, c'est simplement une mesure de ce comportement d'hyperactivité et d'impulsivité, d'inattention. Et ce qu'on peut voir dans ces résultats, ils sont présentés ici, il y a différents modèles statistiques qui sont réalisés, qui vont essayer de neutraliser un maximum de facteurs confondants pour essayer d'isoler l'impact trajectoire de sommeil sur ces variables-là. Et on voit qu'il y a une augmentation du risque de présenter des scores élevés à cette échelle d'hyperactivité-impulsivité pour les courts dormeurs, donc la courbe en rouge, mais également pour les enfants de la courbe en noir qui ont vu leur sommeil se réduire après l'âge de 3 ans, et pour la courbe en verte qui se trouve dans la limite inférieure des recommandations pédiatriques. Je vous présente le même type de travail, mais cette fois-ci pour une cohorte qui a été faite au Québec. Dans cette cohorte, c'est encore à peu près 1500 enfants qui sont évalués à différents moments de leur développement. Donc vous voyez ici les différents âges. De nouveau, le sommeil a été évalué. On voit apparaître 4 trajectoires. Les 3 premières trajectoires ressemblent très fortement à celles que je vous ai présentées sur la cohorte française, mais il y a une cohorte qui est un peu particulière ici, d'enfants qui, eux, dormaient plutôt mal pendant les 3 premières années de leur vie et qui vont avoir tendance à améliorer leur sommeil par la suite. Ici, dans cette étude-là, à 6 ans, on a proposé aux enfants d'avoir un questionnaire de compréhension de vocabulaire, c'est-à-dire à l'entrée dans leur scolarisation, puisque la scolarisation se fait à partir de 6 ans au Québec. On leur a proposé une échelle d'évaluation du vocabulaire, et vous avez ici les résultats. En gris, c'est le pourcentage d'enfants le moins performant à cette échelle en fonction des différentes trajectoires de sommeil. Et ce que vous pouvez observer, c'est que la proportion d'enfants moins performants augmente en fonction de cette dette de sommeil. Moins les enfants dorment sur ces trajectoires, plus on observe des scores anormaux dans cette échelle de vocabulaire à l'entrée en 6e, en CP, encore une fois, en ayant contrôlé tout facteur confondant qui pourrait expliquer aussi le niveau de vocabulaire. Et ce que vous voyez ici, c'est une étude qui vient juste de paraître, puisqu'ils ont évalué ces enfants maintenant qu'ils ont 10 ans, sur différentes performances scolaires cette fois, et vous voyez encore une fois que les groupes qui ont le plus mal dormi avant l'âge de 3 ans, même s'ils normalisent leur performance après, se trouvent plus en retard par rapport à la moyenne de leur classe. Là, c'est le pourcentage d'élèves qui se trouvent en deçà de la moyenne de la classe, et on voit encore une fois ce gradient fortement lié à la qualité et à la quantité de sommeil sur les premières trajectoires de la vie. Alors le lien entre sommeil et développement est très certainement sous-tendu par ce processus de maturation cérébrale dont on vous a parlé dans les exposés précédents. Il y a plusieurs études qui montrent un parallèle entre le développement cérébral au cours de l'enfance et jusqu'à 20 ans et l'évolution du sommeil à ces différents âges également. Ce que l'on peut observer, c'est que le développement cérébral ne se fait pas de manière homogène. Les précédents conférenciers vous en ont parlé. L'évolution va se faire dans un premier temps dans les régions plutôt postérieures du cerveau, puis progressivement vers l'avant du cerveau, avec ce fameux lobe frontal qui va maturer très tardivement jusqu'à peu près l'âge de 20 ans. Ce que vous voyez ici, c'est la proportion de sommeil profond et notamment d'ondes lentes qui est spécifique au sommeil profond. Le sommeil profond, c'est ce qu'on appelle également le sommeil réparateur. Et vous voyez qu'on a exactement le même développement de ces ondes lentes au fur et à mesure du développement de l'enfant, de 2 ans jusqu'à 20 ans, avec des ondes lentes qui sont principalement à l'arrière du cerveau pendant que cette région cérébrale est en train de se construire, et progressivement qui va gagner l'avant du cerveau quand justement ce sont ces régions-là qui sont en train de se construire. Et ce que l'on voit ici sur ces graphiques, ça va être le volume de matière grise dans différentes régions cérébrales, donc c'est les petits points gris, et la quantité d'ondes lentes produites dans ces mêmes régions cérébrales en fonction de l'âge, et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est véritablement parallèle entre sommeil et maturation corticale au cours du développement. Donc le sommeil va avoir un lien avec les apprentissages que vous avez tous pu observer. C'est que quand on a mal dormi, inévitablement, on va se sentir en difficulté pour mettre en œuvre de nouveaux apprentissages. Et on l'a vu dans énormément d'études, la quantité, mais aussi la qualité de sommeil sont fortement corrélées avec les performances académiques de l'école élémentaire jusqu'au niveau universitaire.
Et ce manque de sommeil va se traduire par une somnolence plus importante. Il y a énormément de travaux de la littérature qui le montrent. Je ne vous apprends rien. Si vous avez somnolé pendant ces conférences, il y a quand même peu de chances que vous ayez gardé un souvenir de ce qui a été dit. Mais il y a également un lien avec le vocabulaire, nos capacités exécutives, notre contrôle émotionnel et également notre mémoire. Donc, bien dormir permet d'avoir des compétences suffisantes pour assimiler de manière efficace les nouveaux apprentissages. Mais très tôt, on s'est posé une autre question concernant le sommeil, à savoir, est-ce que le sommeil qui suit un apprentissage permettrait de consolider ou en tout cas de moins détériorer cet apprentissage comparativement à une période d'éveil. Les premiers travaux sont quand même très lointains, ils ont une centaine d'années, où Jenkins et Dallenbach avaient comparé, alors c'est très peu de participants, ça va de soi, mais c'est des premières études à le faire, à comparer comment les performances des sujets se dégradaient dans le temps, et ils ont confirmé l'existence de cette courbe de l'oubli que Ebbinghaus avait montrée auparavant. Plus il y a de délai entre l'apprentissage et le testing, plus les performances vont avoir tendance à s'effacer, mais ils ont remarqué que les courbes étaient différentes lorsque les individus avaient la possibilité de dormir, puisque après la période de sommeil, on avait la sensation que ces informations étaient stabilisées et n'avaient plus quelque part cette dégradation liée avec le passage du temps. Donc l'idée initiale, c'était de se dire, finalement, quand on dort, on protège nos apprentissages de l'oubli. On peut imaginer qu'en restant éveillé, on a plein d'autres choses à traiter et que peut-être ce qu'on a appris a tendance à s'effacer. Donc les premières hypothèses étaient favorables à un rôle très passif du sommeil qui pouvait vous mettre un peu comme sous cloche et faire en sorte que cet apprentissage soit maintenu et non pas oublié. À l'heure actuelle, on revient un petit peu sur cette hypothèse-là et on commence à montrer que le sommeil a un effet actif dans la consolidation de ce qui a été appris. Donc simplement pour vous rappeler ce qu'on entend par consolidation des apprentissages, la consolidation, c'est le processus qui va transformer des représentations nouvellement encodées, des nouveaux apprentissages qui sont encore labiles, qui sont encore fragiles et donc susceptibles d'être dégradés, d'être oubliés, en une trace mnésique qui, elle, va être beaucoup plus stable dans le temps et qui donc va subir nettement moins ce phénomène d'oubli. Donc si je reprends ce modèle développé par Frankland et Bontempi, qui va vous rappeler un petit peu ce que vous avez vu dans les présentations précédentes, lors d'un apprentissage, au moment de l'encodage de ces informations, vous allez avoir différents modules corticaux qui vont traiter cette information à mémoriser. Donc ça peut être par exemple une voix associée à un visage, associée à une émotion par exemple, et l'hippocampe, une structure temporale interne qui va vérifier que ces informations, quelque part, arrivent en même temps au niveau cérébral, va associer l'ensemble de ces éléments. Donc l'hippocampe va intégrer ces différentes informations, les fusionner rapidement et créer une trace de l'ensemble de ces informations. Plus le temps passe et plus nous allons réactiver ces souvenirs, réactiver ce réseau hippocampique et cortical, on va voir un renforcement progressif des connexions de ces différents modules corticaux qui étaient indépendants initialement et qui vont venir se fortifier et créer une trace qui progressivement va devenir indépendante de notre hippocampe. Il s'agira ici d'une trace consolidée et qui donc aura moins de chances d'être dégradée par l'oubli. À l'heure actuelle, on pense que ce phénomène de réactivation a lieu lors du sommeil qui suit l'apprentissage, et je vais vous montrer quelques expériences dans ce sens-là. Une des premières expériences a été faite chez le mandarin. Le mandarin, c'est un oiseau qui est très particulier puisqu'ils ont tendance à s'apprendre des nouvelles mélodies les uns aux autres. C'est-à-dire que quand un mandarin va siffler une mélodie, les congénères vont essayer de la répéter pour essayer de maîtriser ce nouveau sifflement. Ces auteurs étudiaient l'activité des neurones moteurs lorsque les mandarins étaient en train de produire un sifflement.
Et le sifflement du mandarin ressemble un petit peu à une structure de phrase, puisqu'on a la sensation d'avoir des patterns qui ressemblent à des syllabes, qui ressemblent à des mots. Donc ils étudiaient quelles étaient les activations motrices, ça c'est une activation de neurones isolée, qui produisaient le sifflement du mandarin. Et ces auteurs ont continué à enregistrer le cerveau de ces oiseaux alors qu'ils étaient endormis. Ces oiseaux ne sifflent plus, et pourtant, ces mêmes neurones qui servaient éveillés à produire ce sifflement se réactivent spontanément pendant le sommeil de l'animal. Et cette réactivation reproduit le sifflement qui était en train d'être appris à l'éveil. Et ces auteurs ont montré que lorsqu'il y avait ce phénomène, alors on utilise le mot anglais de replay, on rejoue la partition mnésique qui a été apprise à l'éveil, ça favorisait l'apprentissage. C'est comme si on avait une session supplémentaire d'apprentissage qui se faisait complètement à notre insu alors que nous sommes en train de dormir. Pourquoi je dis « nous sommes » puisque ça a été vu chez l'oiseau, mais ça a été également vu chez le rongeur et également chez l'homme. Je vous montre cette étude chez le rongeur. Chez le rongeur, ils ont étudié des cellules très particulières dans l'hippocampe, cette structure de la mémoire dont je vous ai parlé précédemment, qu'on appelle des cellules de lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'hippocampe humain, mais également dans l'hippocampe de rongeur, ces cellules sont comme un GPS, c'est-à-dire que ces cellules s'activent en fonction de l'endroit où se trouve l'animal dans son environnement. Ces auteurs ont regardé les séquences d'activation de ces neurones pendant que l'animal était en train d'apprendre à sortir d'un labyrinthe ou d'apprendre à trouver une récompense au sein d'un labyrinthe. Et ils ont également regardé les activations au niveau des modules corticaux associés à cet apprentissage. Ils ont observé la même chose que chez l'oiseau. On a pendant le sommeil une réactivation de ces neurones hippocampiques associée à une réactivation des neurones corticaux, et cette réactivation n'est pas aléatoire, elle suit le déplacement que l'animal avait appris alors qu'il était éveillé. Je vais tenter de mettre en route cette petite animation pour vous montrer ici la position en rouge réelle de l'animal endormi et en vert l'illustration du déplacement de l'animal qui est recréé par l'activation visible pendant son sommeil de cet hippocampe. Et on voit qu'il est en train de revisiter son labyrinthe. Je fais une petite parenthèse, il n'est pas en train de rêver. Souvent, on se demande si c'est le rêve qui produit ça. On est dans des échelles de temps beaucoup plus courtes. Là, on parle d'une activité très particulière qui s'appelle un repulse hippocampique. Ça dure quelques millisecondes. Alors, comment est-ce qu'on l'évalue chez l'homme ? Je vous présente une recherche parmi d'autres qui a comparé cette fois-ci des enfants et des adultes. Alors que l'enfant est éveillé, on va lui apprendre à faire une séquence motrice, c'est-à-dire à appuyer le plus rapidement possible sur des boutons qui s'allument les uns après les autres. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'au sein de cette séquence motrice, il y a une séquence qui est prédéterminée, c'est-à-dire que la succession des boutons n'est pas aléatoire, il y a un pattern qui existe dans cette séquence-là, mais comme elle est mêlée à un pattern aléatoire, c'est difficile d'en prendre conscience. Mais il y a certains morceaux qui sont des mélodies qui se reproduisent systématiquement. Et donc, on leur fait faire cet apprentissage-là le soir ou le matin, et 12 heures plus tard, on va les retester sur cet même exercice et on va leur demander s'ils se sont rendus compte qu'il y avait des chemins, des mélodies répétées dans ce qu'ils avaient réalisé 12 heures auparavant. Donc, si vous m'avez bien suivi, la moitié du groupe a bénéficié d'une nuit de sommeil entre ce premier entraînement et ce rappel, et l'autre moitié du groupe est restée éveillée entre l'entraînement et le rappel. Et voici les résultats, on va les prendre les uns après les autres. Chez les enfants, vous voyez ici les performances des enfants à traduire, après une nuit de sommeil, l'existence de ces séquences motrices, comme s'ils avaient deviné qu'il existait une séquence motrice après une nuit de sommeil, chose qui n'est absolument pas visible dans le groupe qui est resté éveillé et dans le groupe qui a été testé uniquement avant d'aller se coucher. Comme si le sommeil permettait, de par cette réactivation, de par cette consolidation, l'explicitation d'une connaissance qui était restée encore inconnue à l'état d'éveil.
On a le même pattern chez les adultes, mais vous noterez que chez les adultes, cette consolidation est moindre pendant la période de sommeil. Et pourquoi cette consolidation est moindre? Parce qu'elle est dépendante d'un stade particulier du sommeil, qui s'appelle le stade de sommeil lent profond, là où on fait ces fameuses ondes lentes cérébrales dont je vous parlais précédemment, et que les enfants font beaucoup plus d'ondes lentes à leur âge que ne le font les adultes. Et on voit une corrélation entre cette activité à ondes lentes et le fait de mieux performer sur cette étude. Et cette activation nocturne est associée à une réactivation de l'hippocampe tel qu'il est impliqué au moment de l'apprentissage. Donc le sommeil, ce n'est pas simplement mettre sous cloche l'apprentissage, c'est le rejouer pour le reconsolider et faire en sorte qu'après ça, il soit nettement moins sensible à l'oubli. Alors pour ceux qui ont dormi pendant certains exposés, sachez que la sieste est tout aussi efficace pour se consolider. Donc dites-vous que vous n'avez rien manqué, mais que vous avez certainement consolidé ce qui se passait juste avant. Et je vais vous présenter une dernière étude qu'on a réalisée dans mon laboratoire où on a fait apprendre du nouveau vocabulaire à de tout jeunes adultes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des mots d'un langage africain, le swahili, puisqu'on savait qu'il n'y avait pas de nos étudiants qui maîtrisaient cette langue, et donc on leur a fait apprendre des mots en swahili et leur équivalent en français. Ce qu'on a cherché à regarder, c'est si une période de sommeil nous permettait de gagner du temps lorsqu'il faudrait réapprendre ce même vocabulaire. C'est ce qu'on appelle l'économie au réapprentissage. Donc voici le protocole expérimental. Les sujets ont été soumis à une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on leur a présenté ces paires de mots, le mot en swahili, le mot en français. Il y avait 16 paires de mots à apprendre, autant de fois que nécessaire pour maîtriser 100% de ces mots. Donc on a compté combien d'essais étaient nécessaires pour apprendre ces 16 mots. Certains d'entre eux faisaient cette épreuve le matin et étaient retestés 12 heures plus tard, donc le soir. D'autres apprenaient le soir, étaient retestés 12 heures plus tard, donc le matin, avec cette fameuse nuit de sommeil entre les deux. Et le lendemain, on leur représentait le vocabulaire, on regardait combien de mots ils réussissaient à rappeler, et peu importe le nombre de mots qu'ils réussissaient à rappeler, on leur faisait faire un réapprentissage, c'est-à-dire qu'on a compté cette fois-ci combien d'essais étaient nécessaires pour de nouveau réussir à avoir les 16 mots. Il va de soi que quand on apprend plusieurs fois de suite, on économise son réapprentissage, on ne repart jamais véritablement de zéro. Mais ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que ce replay nocturne nous fait gagner du temps au moment du réapprentissage. Et on les a retestés sans leur dire 7 jours plus tard, et on les a retestés 6 mois plus tard, sans les informer. Donc voici les résultats. Lors du premier essai, le groupe qui a été testé le matin, le groupe qui a été testé le soir, avait besoin d'autant de séances, 4 essais, pour réussir à maîtriser leurs 16 mots en swahili. Donc les performances, qu'elles aient été faites le soir ou le matin, sont équivalentes. Ils ont la même efficacité d'apprentissage. On les a tous montés à 100% de réussite en fonction du nombre d'essais. Le nombre d'essais entre ces deux conditions sont strictement le même. Après cela, on fait la session de réapprentissage, donc 12 heures après, et on se rend compte qu'après une nuit de sommeil, les personnes ont mémorisé plus de mots que ceux qui sont restés éveillés. Donc, quelque part, ils partent d'un petit peu plus haut par ce phénomène de replay, et que surtout, ils vont gagner du temps au relearning, au réapprentissage, parce qu'il ne leur faudra en moyenne que 3 essais supplémentaires pour réapprendre l'ensemble de leurs mots, alors qu'ici, ils ont besoin en moyenne de 7 essais supplémentaires pour apprendre la totalité de leurs mots. Mais si vous me suivez toujours, à la fin de cette séance-là, on les a encore tous menés à 100% d'apprentissage. Et le groupe qui partait de plus bas et qui a plus réappris a revu plus fréquemment ces associations de mots. D'accord ? Ça fait appel à ce qu'on appelle la difficulté désirable en psychologie cognitive, c'est que plus vous fournissez d'efforts pour réapprendre, meilleur sera votre souvenir. Donc on pourrait imaginer qu'en ayant fourni plus d'efforts pour réapprendre, le groupe qui était resté éveillé finirait par rejoindre le groupe qui avait bénéficié d'une nuit de sommeil.
Eh bien, pas du tout, puisque vous voyez qu'une semaine plus tard, le groupe qui avait dormi initialement entre ces deux essais plafonne dans ses performances, alors que le groupe qui pourtant a fait énormément d'efforts pour réapprendre se retrouve à nouveau en deçà. Et 6 mois plus tard, on a encore une différence significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sommeil permet d'apprendre plus vite et de retenir plus longtemps. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit expliquer aux élèves, parce que s'ils avaient conscience du fait que le sommeil est aussi précieux pour les apprentissages, peut-être qu'ils en prendraient un petit peu plus soin. Pour faire le parallèle avec les séances d'aujourd'hui et de demain, on s'interroge sur l'évolution du sommeil avec l'évolution humaine, et notamment à partir du moment où Erectus a découvert le feu, il lui a été possible de dormir en sécurité grâce au feu, et certains auteurs supposent qu'en dormant en sécurité, ils ont très certainement dormi plus profondément, et c'est peut-être ça qui a participé à leur développement cérébral. Ces illustrations sont des illustrations qu'on a utilisées dans un programme d'éducation au sommeil que l'on a proposé à l'école. Le programme est disponible gratuitement ici. Il a fait preuve d'une évaluation et on a montré que lorsqu'on apprend aux élèves les bienfaits du sommeil, on augmente leur temps de sommeil et on augmente également leur capacité cognitive. Pour conclure, je vais reprendre une phrase de Stanislas qui disait « Le sommeil fait partie intégrante de notre algorithme d'apprentissage. Je ne sais pas comment l'intelligence artificielle dort. Est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose ou pas ? En tout cas, le sommeil garantit les ressources nécessaires pour apprendre, mais il permet également de consolider les apprentissages nouveaux, de les intégrer dans des apprentissages et des traces déjà existantes. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais le sommeil permet l'oubli également des informations moins pertinentes, notamment en agissant sur cette plasticité cérébrale et le fait de ramener nos synapses à des poids d'origine, et favorise également la créativité. Je vous remercie de votre attention. Et le Conseil scientifique met à votre disposition un fascicule sur lequel vous avez une synthèse de la recherche internationale sur le lien entre sommeil et apprentissage.